Donc, petit résumé Da Vinci Code. Donc, votre épopée avait commencé finalement, je crois que c'était Laurence qui avait lu un article sur Léonard da Vinci. Et ça l'avait interpellé parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient référence à ce que vous avez découvert sur les Trinités. Tu voyais, il y avait tout un tas de symboles en fait qui ressemblaient vraiment il y avait les larmes des 10 comme les 10 Elohim, le lac, les eaux issues du second déluge, vous aviez le domaine du Verseau, la maison du Gémeaux et pas des Gémeaux. Donc il y avait plein de références finalement à votre histoire, vous, de Trinité, ce que vos souvenirs qui vous étaient revenus. Donc vous avez décidé d'enquêter un petit peu là-dessus. Vous êtes allé voir l'exposition à la médiathèque du Romorantin. Un homme étrange à moto, vous avez suivi, enfin bref, vous aviez discuté avec le monsieur qui avait fait l'exposition et d'autres indices un petit peu étranges. Vous êtes aperçu qu'en fait Léonard de Vinci au début s'y intéressait pas du tout, jusqu'à ce qu'il fasse une visite aux étangs de Coumel et tout d'un coup il s'était passionné pour les plans du nouveau domaine parce que à l'origine Léonard de Vinci il devait faire un nouveau palais pour le roi. Il se trouve qu'il s'est jamais fait, et donc il avait fait les plans de tous ces bâtiments. Hein. Et donc vous aviez aussi trouvé donc des informations sur l'abbaye de Chalice, où bizarrement tout ce l'abbaye de Chalice avait été viré, remplacé par le roi, une histoire un peu étrange. Donc vous êtes allé directement aux sources. Vous êtes allé à l'abbaye de Chalice, où d'ailleurs le restaurateur s'était fait piquer des trucs aussi quand vous êtes arrivé la veille. Bon, vous avez trouvé dans un vieux bâtiment une église en ruine. Vous aviez trouvé une pierre avec la lettre K et vous avez trouvé un manuscrit caché dans les ruines d'un certain Mailleux qui expliquait que il y avait une tombe ornée de sculptures d'une beauté indescriptible caché à côté de l'étang de Coumel et que c'est sans doute à cause de ça que tous les moines de l'abbaye de Chalice avaient été remplacés parce qu'ils avaient été accusés par l'Église d'hérésie. Ça donnait au dualisme, le bien contre le... Enfin, c'était pas le catéchisme comme il était employé à l'époque. Vous avez suivi la piste et vous êtes allé jusqu'aux étangs de Coumel. Là, le motard, vous l'avez retrouvé. Et surtout, vous avez trouvé des gens qui étaient en train de retourner tout le petit château à côté de l'étang de Coumel. Après une petite altercation, la police qui était venue, vous avez découvert que le petit château de la Reine Blanche recelait un trésor pour vos autres trinités, à savoir une crypte cachée avec une statue qui vous permettait de vous ressourcer en karma lumière. L'homme à la moto s'est avéré être frère Claude, un homme qui se dit faire partie de la loge, une organisation secrète de l'Église catholique qui protège les secrets qui ne doivent pas être mis dans toutes les mains. Et vous avez aussi découvert l'existence de la Ligue. Les hommes qui étaient en train d'essayer de tout casser dans le château, c'est eux aussi une organisation de l'Église catholique, mais qui, eux, préfèrent détruire définitivement les secrets, histoire que personne ne mette la main dessus. Donc vous avez bien compris que la loge et la Ligue étaient antagonistes. Frère Claude connaît l'existence des Trinités. Et vous en êtes fait un allié, voire peut-être un ami. Après avoir réglé l'affaire avec les policiers, les histoires de l'attaque, etc., vous avez décidé, enfin Laurence, qui était en fond, a décidé d'acquérir le château de la Reine Blanche. Donc vous avez un libre accès à ce sanctuaire. Vous avez même découvert que quand vous réfléchissiez à augmenter votre karma lumière, c'était plus facile dans cet endroit-là. Après une petite pause où vous avez vaqué à vos affaires, frère Claude vous a contacté à nouveau et cette fois-ci, il vous a parlé d'un manuscrit, le manuscrit d'Utopia.
Alors, comment est-ce qu'il l'a su? Eh ben, ils ont écouté des conversations de la Ligue qui étaient à la recherche de ce manuscrit. Donc, frère Claude s'est dit, s'ils sont sur cette piste, c'est qu'il y a un truc. Effectivement, ce fameux manuscrit qui était difficile à retrouver. Vous avez eu quelques soucis. Vous avez dû aller à Londres déjà. À la maison d'édition, vous avez découvert un massacre. Des gens qui avaient été crucifiés, la tête en bas, enfin une véritable horreur. Il se trouve que le manuscrit n'était pas du tout dans cette maison d'édition-là. Vous avez réussi, en piratant quelques ordinateurs, me semble-t-il, Johan, à retrouver la trace de ce manuscrit. Vous avez trouvé le propriétaire actuel, qui est un vieux notaire, un petit peu véreux sur les bords, ceci dit. Mais vous avez réussi à le protéger in extremis, et là, vous êtes aperçu que vos adversaires, cette fois-ci, n'étaient pas des gens de la Ligue, mais un archonte roi qui avait fait ordonner ce massacre, avec lequel vous avez peu de confrontation directe, vous avez été assez malin pour vous échapper en embarquant le vieux notaire et son manuscrit. Et grâce au contact avec frère Claude, vous avez pu vous cacher dans un monastère qui était géré par la loge. Donc on s'est arrêté la dernière fois. Vous aviez récupéré le manuscrit d'Utopia. Et vous vous étiez planqué donc avec le notaire. Donc frère Claude vous a exfiltré très facilement. Vous êtes de retour à Paris. Le manuscrit, vous y aviez jeté un petit coup d'œil. Ce que vous aviez remarqué, c'est que dedans, il y avait des illustrations qui faisaient aussi allusion au millénium du Verseau. Les plans de l'île ressemblaient aux plans du Romorantin qu'avait fait Léonard de Vinci, si ce n'est qu'en plus, il y avait des quadrillages et des cotations en latin, en grec. Je crois que ça vous avait pas donné plus d'infos que ça. Frère Claude s'était proposé de récupérer le manuscrit et vous a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait vous aider et qu'il vous recontacterait quand il s'en saurait plus. Donc vous, entre-temps, vous avez été un petit peu blessé après cette échauffourée. En fait, vous avez eu chaud parce que vous n'êtes pas des combattants ni l'un ni l'autre. Et pas du tout. Depuis le début, vous vous trouvez pris à partie vers ces gens et vous vous dites que sans vos pouvoirs de Trinité, ça ferait longtemps que vous ne seriez plus de ce monde. Donc là, cette fois-ci, vous avez vaqué à vos occupations, peut-être travaillé un petit peu. Vous vous êtes même ressourcé dans le sanctuaire de Notre-Dame dans le château de la Reine Blanche. Et frère Claude vous rappelle. Donc nous sommes le 16 février et vous êtes à Paris. Ça tombe bien. Donc frère Claude vous appelle et vous dit, écoutez, je sais que je vous en demande beaucoup, mais je gage que vous êtes toujours intéressé par savoir ce que nous avons trouvé sur le manuscrit, le fameux manuscrit d'Utopia. Oui. Oui, tout à fait, oui. Eh bien, je pense que ça a plus à voir avec Léonard de Vinci que nous ne pensions au départ. Je ne peux pas vous parler au téléphone, sait-on jamais, peut-être sommes-nous écoutés par les autres. Je vais vous envoyer voir un de mes amis à qui j'ai remis une copie du manuscrit et il a trouvé des informations très très intéressantes. Il vous a donné rendez-vous, donc on est le 16, aujourd'hui dans l'église de Notre-Dame de Paris, ce soir à 19h. Qui on doit rencontrer ? Il se présentera à vous sous le nom de Linéa. Linéa ? Il faudra le retrouver. Vous voyez Notre-Dame, pas sur le parvis central, mais sur au niveau des 2 tours. D'accord. On y sera. Il ressemble à quoi ? Cette personne ressemble à quoi ?
Bien, il vous retrouvera, mais c'est un homme d'une soixantaine d'années. Il a les cheveux grisonnants et il porte un collier de barbe. Et je pense qu'il vous guettera et que vous devriez vous retrouver sans souci. Il ne doit pas y avoir tant de monde que ça à 19h sur le parvis des 2 tours. Je vous recontacterai plus tard. Restez prudents. Nous ne savons pas encore s'il y a encore des hommes de la Ligue, peut-être qui vous suivraient, ou alors les fameux hommes étranges qui vous ont attaqué à Londres. Nous espérons avoir brouillé les pistes en vous mettant au monastère, mais sait-on jamais. Et frère Claude raccroche. Donc vous tous les deux, vous n'êtes pas en centre-ville, mais bon, Notre-Dame, c'est facilement desservi. Donc Laurence, alors on n'habite pas à vélo, t'es obligé d'aller en métro, on avait dit, parce que la dernière fois tu m'avais déjà posé la question. Et Johan, je sais pas. Trop. Donc, pourquoi pas à vélo? Parce que, tu sais, on avait dit que c'était loin quand même, parce que t'habites en périphérie en plus. Ah oui, c'est vrai, non, pas à vélo, là. On avait dit qu'il fallait, je sais pas, on avait compté, mais il fallait vraiment un temps un peu... Là, Vélib, pas, non. Alors, je crois pas qu'il y avait encore les Vélib, c'était pas encore... Ah oui, les années 2000, je sais pas, il y avait même pas de trottinette à l'époque. Il faudra que tu y penses, au Vélib. C'est un truc bien, là, pour un un éco-architecte. Donc peut-être quelques affaires, tout ça. Après là, c'est sur Paris, c'est le soir, donc même si vous travaillez dans la journée, ça devrait pas poser de soucis. Bah non. Eh bien, on va s'y retrouver. Est-ce que quelqu'un d'entre vous parle latin? Oui. Enfin, vous avez le lire peut-être, le parler... Non. Il y en a un de vous deux qui a latin dans ces domaines? Ouais, j'ai latin, moi, dans mon domaine. Ok, alors je vais te demander un test de langue, s'il te plaît. Un test de langue? C'est où langue? Dans Poisson. Colonne de gauche. Ok. Oh, pile! Ouais. Eh bien, tu sais, mon cher, que Linéa se traduit par fil à plomb, qui est un pseudonyme étrange. Mais voilà. Fil à plomb. C'est ça. Alors, étant architecte, tu te dis, ah bien, c'est de bon augure, je sais pas si ça t'éveille quelque chose, du coup. Ouais, c'est curieux, fil à plomb. Bah ouais, c'est ça. Vous vous retrouvez devant les fameuses 2 tours de Notre-Dame. On est en février, l'air est encore un peu froid. Sûrement, il vous faut au moins une veste, une bonne veste, voire une écharpe, voire un bonnet pour les plus frileux d'entre vous. Finalement, ça fait que quelques jours que vous vous êtes quittés. Vous êtes habitués à vous rencontrer maintenant. Ouais. À part quelques touristes qui contemplent Notre-Dame de l'extérieur, les visites sont maintenant fermées. Donc il n'y a pas quelques vendeurs de journaux qui commencent à fermer leurs échoppes, un homme sur le parvis de la cathédrale qui jongle avec des espèces de quilles. Effectivement, une petite porte s'ouvre à l'arrière de Notre-Dame et vous voyez un homme qui vous fait signe discrètement. Vous approchez. Il a l'air de correspondre à la description, un homme soixantaine d'années, petite barbe, taillée. Monsieur Linéa, je suppose? Oui, vous êtes messieurs Laurence et Johan. Nous n'allons pas utiliser les noms de famille, peut-être. D'ailleurs, vous en doutez bien, c'est un pseudonyme pour moi, Linéa, mais cela sera plus prudent. Il regarde de gauche, de droite, et vous fait rentrer. Alors, de ce côté-là, en fait, il y a une porte dans la porte d'une des tours, et en fait, il vous fait rentrer dans... il a juste ouvert la petite ouverture. Et il vous fait rentrer dans Notre-Dame. Donc, Notre-Dame résonne. Il y a encore la faible lumière du mois de février à 19h, pas beaucoup, mais le peu de lumière qu'il y a est magnifié par les vitraux, qui en 2000, je vous signale, est tout à fait intact. Oui. C'est la version originale. Et Laurence, quand tu pénètres dans les lieux, tu te sens comme dans un cocon d'harmonie.
Tu sens que toutes les sons autour de toi suivent une trame définie par l'architecture magnifique du bâtiment, que chacune des lignes sur lesquelles tes yeux se posent convergent ensemble vers le point central de la nef, et tu te sens bien. Oh. Quand tu regardes autour de toi pendant quelques instants, tu as presque l'impression d'être à nouveau Imhotep au centre de ta pyramide, la fameuse pyramide qui t'a fait connaître. Ça ne dure qu'un bref instant. Et Linnea s'arrête quelques instants, te dévisage avec un air interrogateur, mais ne dit rien. Et il vous fait signe de le suivre. Il vous dit vous m'avez été recommandé par Frère Claude. Sachez que je fais partie d'une organisation un petit peu particulière. Je sais que je peux vous faire confiance. Sachez que mon organisation, mon ordre, nous sommes les compagnons de l'Oblat. Nous sommes les héritiers des bâtisseurs du Moyen-Âge. D'où mon pseudonyme Linnea. J'ai étudié avec beaucoup d'intérêt la copie du manuscrit que m'a remis Frère Claude, mais pour vous expliquer un peu mieux, j'ai pensé que cet endroit-là était idéal. Je vais vous montrer pourquoi. Et en fait, il vous emmène à l'intérieur de Notre-Dame, au niveau de la nef. Je suis en train de chercher ma page en même temps. En effet, cet endroit est particulier. Alors, attends. Ce que j'ai fait de Notre-Dame. Voyons. Donc, en fait, il vous emmène, et au niveau de la nef, vous voyez qu'au sol, il vous désigne, au centre de la nef, il y a une dalle qui a pas l'air d'être différente des autres. Juste dans le transept, au pied du chœur, sur le sol, vous voyez un minuscule dessin sur la dalle qu'il vous montre. Et des petites ciselures écrites en grec. Alors, je crois pas que vous parliez grec. Non. Ça sera une chose à approfondir, n'est-ce pas, messieurs? Donc, il y a un tout petit compas. Non, pas grec. Qui est sur un coin de la dalle. Et vous voyez écrit E, dia, pason, cordon, symphonia. Que vous ne savez pas traduire. Mais heureusement, vous avez Linnea avec vous. Donc, Linnea vous indique la pierre et vous dit c'est ce carreau de granit qui est le cœur véritable de Notre-Dame. Il s'agit d'une pierre d'angle. Ah, j'ai marqué dans le livre. La pierre d'angle de l'édifice. Oui. C'est autour de ce point que toutes les énergies positives vont converger. Et en fait, même toi, Johan, quand vous vous trouvez à portée de ce carreau de granit, vous vous sentez bien. Vous avez presque l'impression d'entendre une musique faite de sons de cloches, de trilles d'oiseaux, de rires cristallins. Vous sentez comme si il faisait plus chaud à cet endroit-là, malgré le mois de février. Et vous sentez que votre karma lumière s'éveille au contact de cette pierre et se régénère. Bon, il se trouve que là, il n'y a pas besoin. Mais vous vous sentez vraiment bien. Et Linnea vous explique, vous voyez, cet endroit a été défini par un certain nombre de calculs dont nous, compagnons de l'Oblat, sommes les dépositaires. C'est une tradition qui remonte à bien plus longtemps qu'au Moyen-Âge. Moi-même, et il jette un petit coup d'œil en coin à Laurence, bien que tu saches pas trop pourquoi. Moi-même, dans mon ordre, je suis un initié d'Imhotep. Je le regarde.
nous sommes tous compagnons de l'Oubla, une société qui est quand même quelque peu secrète. Nous sommes tous des artisans, des tailleurs de pierre, des architectes. Nous travaillons à rénover d'anciens bâtiments comme celui-ci et à rénover ceux qui possèdent des pierres d'angle. Nous pourrions construire de nouveaux bâtiments sur ce modèle-là. D'ailleurs, il rejette un petit coup d'œil en coin à Laurence. La pyramide du Louvre a été construite en appliquant ces principes d'harmonie. Oui, c'est vrai. J'ai moi-même participé à ce projet, bien sûr. En tant que tailleur de pierre, c'est moi qui me suis occupé du sol de ce bâtiment. Bien qu'il soit en verre et que j'ai dû agencer tout cela de façon très différente. Si je vous parle de tout ceci, c'est qu'en examinant le manuscrit que m'a remis frère Claude, les quotations qui sont indiquées, le quadrillage, eh bien, ne sont pas anodins. Toutes ces notes suivent les principes de construction de la pierre d'angle. Ah ouais. C'est pour ça que les codes secrets que nous utilisons, nous, bâtisseurs de cathédrales, ont été retrouvés dans ce manuscrit. Et je dois dire que j'hésitais un petit peu à vous contacter parce que ce que je viens de vous révéler, normalement, ne sont révélés qu'aux compagnons de l'Oubla. Mais j'ai continué mes recherches et je pense que normalement, au Romorantin, il devait y avoir un artefact, un objet qui devait être posé au centre du domaine. J'ai comparé les plans du Romorantin et le manuscrit d'Utopia en me servant donc des plans quadrillés. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver où il devait être mis, mais je pense que c'est au centre du domaine. J'ai contacté un de mes amis, enfin plus exactement une de mes amies, qui est conservatrice dans un musée à Florence. Et elle m'a confirmé que Lorenzo della Volpaia a utilisé les mêmes types de cotations sur le plan de son chef-d'œuvre. Il s'agissait d'une horloge, une horloge des planètes. Mon amie est directrice de l'Institut et du Musée de l'Histoire de la Science à Florence. Ouais. Et maintenant, je me demande si ce n'est pas cet objet. Cet objet-là qui devait être placé au centre du Romorantin et qui serait la clé. La clé? La clé de quoi? Je pense que Léonard a essayé de faire quelque chose qui avait rapport avec le temps. Mais ces informations sont incomplètes. Si cet objet, cette horloge, pouvait être remise à l'endroit originel du Romorantin, bien, je sais que le Romorantin n'a pas vraiment été construit, mais si nous suivions la disposition des plans, peut-être pourrions-nous découvrir ce que voulait vraiment faire Léonard. Mais cette horloge-là, vous dites qu'elle a été imaginée par un artiste florentin, c'est ça? Eh bien, dites-vous que quand j'ai vu ces notes, j'ai pensé à un manuscrit que j'avais vu il y a quelque temps. C'était les notes de Lorenzo del Volpaia, qui était un ami connu de Léonard de Vinci. Ouais. Donc j'ai contacté mon ami à Florence, qui a effectivement quelques pages aussi des carnets de notes de Lorenzo. Et je vous dis, il a construit son chef-d'œuvre, c'était cette horloge des planètes. Et que le même système de notation avec les cotations grecques-latines qui sont utilisées
qui sont très particuliers, ont été utilisés pour l'horloge. Ça me fait penser comme si chacun avait essayé de construire une pièce d'un puzzle pour faire une œuvre, mais peut-être comme cette cathédrale, enfin quelque chose de vraiment gigantesque. Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand je vois que grâce au savoir des bâtisseurs, nous pouvons construire des objets comme, et vous montre Notre-Dame de Paris, avec une pierre d'angle où l'harmonie est parfaite, je me dis peut-être que si Léonard de Vinci avait vécu plus longtemps, peut-être aurait-il pu finir un chef-d'œuvre encore plus grandiose. Elle fait quelle taille cette horloge? Eh bien, je pense que c'est un artefact qui doit peut-être mesurer 2 mètres. C'est un objet qui était prévu pour être peut-être à l'intérieur, à l'extérieur, je ne sais pas. Mais ce n'est pas... c'est un objet, finalement. Vous voudriez qu'on le retrouve? Eh bien... Vous avez des pistes? Peut-être que si vous alliez voir en personne l'artefact en question, et peut-être que ma collègue à Florence pourra vous aiguiller et vous arriveriez peut-être à trouver une nouvelle pièce de ce puzzle. Mais il faut qu'on aille à Florence. Si à l'occasion vous pouviez y aller, je pense que vous auriez des réponses. N'oubliez pas d'emmener copie des notes de ce que vous avez jusqu'à présent. Peut-être que en complétant tout cela ensemble, nous arriverons à comprendre ce que voulait faire Léonard. Ça va pas être évident. Et est-ce que cela nous aide dans la lutte contre l'autre confrérie? Eh bien, Frère Claude m'a dit que vous aviez été attaqué par des gens de... Il n'a pas dit vraiment plus, mais sachez que nous avons aussi quelques personnes de la loge qui font partie de notre confrérie. Effectivement, la Ligue pourrait continuer à rechercher tout ce qui a trait à ce manuscrit. Nous ne voudrions pas qu'il détruise ce secret avant que nous ayons compris ce dont il s'agissait. D'accord, ouais. Pour l'instant, je vois pas en quoi trop... Une horloge, un jardin, horloge des planètes aussi, je peux m'imaginer certaines choses, mais je vois pas... Je pense qu'il va falloir... Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Faudra peut-être qu'on aille à Florence. Voilà, c'est ce que j'allais dire, et je pense qu'il va falloir qu'on aille à Florence. Et si vous décidez d'y aller, je vous note donc les coordonnées de mon ami. Alors, il vous note, donc comment ça s'appelle cette... Donc, il vous note la directrice du musée s'appelle... je vous la retrouve tout de suite. La directrice, elle fait partie... Alors, la directrice fait partie des compagnons de l'Oblat. Ah bon, d'accord. Bon. Elle s'appelle Mara Mignati. Mara Mignati. Mignati. Bon. Mignati. C'est le musée des sciences. Et c'est le musée, l'Institut et le musée de l'histoire de la science à Florence. Ah, Institut et musée de l'histoire des sciences. C'est juste à côté du Palazzo Vecchio. Ah. Si jamais vous devez me recontacter à nouveau, eh bien, il vous montre en fait un tronc, donc un endroit où on met des pièces, des donations pour l'église. Donc vous voyez, en fait, il y a un tout petit compas qui est gravé dans le coin du tronc. Et il vous dit, si vous me laissez un message à l'intérieur de ce tronc-ci, l'enfant de cœur qui récolte les dons me le fera parvenir. Et d'accord. Je vous recontacterai ou nous pourrons nous donner rendez-vous à nouveau ici, par exemple.
Sachez que D'accord. je travaille au Conservatoire national des arts et des métiers. Sur Paris. D'accord.